Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur R Télévision. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro, l'Actu. Soyez les bienvenus. On vous invite donc à nous suivre sur les réseaux sociaux, à partager, à liker la page YouTube et la page Facebook, l'Instagram, le tweet d'R Télévision. L'actualité ce soir, nous allons revenir sur les législatives. C'est parti pour les alliances, les négociations et les discussions, puisque l'objectif, notamment, c'est pour certains d'être derrière la France insoumise. Voilà ce que déclarent les deux formations dans un communiqué commun, notamment donc le Parti socialiste et Jean-Luc Mélenchon. Nous voulons faire élire les députés dans une majorité de circonscriptions pour empêcher Emmanuel Macron de poursuivre sa politique injuste et brutale. Entre autres, il y a désormais un accord de principe entre les délégations insoumises et socialistes, je vous le disais. Maintenant, il appartient au Conseil national du Parti socialiste de le valider ou non. Donc, a indiqué aussi le député de la France insoumise, Adrien Quintenas, mais au moment, sur France Info, mais au moment où je vous parle, les discussions, ça va très vite, les discussions continuent. L'objectif pour le Parti socialiste, mais aussi le Parti communiste, qui est dans les mêmes objectifs, c'est de garder aussi un maximum de circonscriptions, car je vous le rappelle, et vous le savez certainement aussi bien que moi, en tout cas pour une partie d'entre vous, qu'une présidentielle n'est pas une législative. Les législatives, c'est d'élire des députés qui vont donc siéger à l'Assemblée nationale, aux alentours de 477 députés. Et c'est eux qui voteront les lois, notamment. Et sachez que le Parti socialiste et le Parti communiste ou Europe Écologie Les Verts, par exemple, qui ont eu très peu de voix, et aussi les Républicains qui ont eu très peu de voix, notamment au présidentiel, mais cela ne veut pas dire que dans le cadre des législatives, donc des élections plus des communales par exemple, et départementales, eh bien, ils ont aussi une place dans certaines villes ou dans certains départements beaucoup plus importante que les résultats des présidentielles. Donc ces partis-là souhaitent aussi garder des circonscriptions, tout simplement pour éviter que leur parti ne s'efface totalement du paysage politique français, comme c'était le cas dans les présidentielles. On l'a vu pour ces partis, les Républicains. On l'a vu aussi pour le Parti socialiste, le Parti communiste et Europe Écologie Les Verts qui ont totalisé moins de 5%. Ça, c'est les législatives. Et puis, le titre de l'émission, vous l'avez vu, qui s'affiche à l'écran, Islam de point, le retour de Burkini, la sortie de Laurent Wauquiez. Voilà ce que Laurent Wauquiez donc, menace le maire de Grenoble et l'accuse de compromission avec l'islam politique. On va l'écouter dans quelques instants. Le membre des Républicains, je rappelle que le maire donc, de Grenoble, Éric Piolle, souhaite autoriser le burkini dans les piscines municipales de la ville, mais Laurent Wauquiez s'oppose fermement à ce vêtement. Pour lui, je cite, symbole de l'islam politique. On va y revenir. Il y avait longtemps qu'on n'en avait pas parlé de ce burkini. Je vous le rappelle, il y a, je pense, 3-4 ans, donc un petit nombre de jeunes femmes donc, se sont baignées habillées. Je crois que c'était du côté de Cannes. Et toute une polémique a été créée, notamment sur quelques petites dizaines de personnes. Et puis depuis, on n'en parlait plus. L'actualité oblige, notamment, entre autres, la Covid, vous le savez, puis la guerre en Ukraine. Mais en tout cas, cela revient sur la table de certains politiques. Avec nous, Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Gamal Abina, analyste politique, spécialisé notamment sur des questions, entre autres, internationales. Et vous êtes porte-parole du mouvement des droits civiques. Va venir nous rejoindre. Je regarde mon écran de retour. Voilà, il est avec nous. Bali Bagayoko, chef de file La France Insoumise en Seine-Saint-Denis. Vous êtes aussi conseiller de Jean-Luc Mélenchon, notamment autour du sport et de la jeunesse. Et on sait très bien que la jeunesse était très présente derrière lui dans le cadre de ces présidentielles. Et certainement, vous allez nous en parler, de ces législatives. Bonsoir, Bali Bagayoko. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Devrait nous rejoindre dans quelques instants. Il est membre aussi du Conseil national du Parti socialiste, adjoint au maire, Akli Melouli. On essaie de garder aussi la même équipe pour qu'il y ait un suivi aussi cohérent un peu dans ce qui se passe dans leur circonscription et dans leur ville. Bali Bagayoko, je vais commencer par vous. C'est parti pour les négociations avec la France insoumise. Apparemment, des terrains d'entente sont pour l'instant bien partis avec le Parti socialiste et le Parti communiste. Oui, après,
avoir réussi les premières négociations avec Génération. C'était bien sûr autour du Parti communiste français et de Génération, et désormais du Parti socialiste, de rentrer dans la dynamique de la nouvelle union populaire socialiste et sociale et écologique. Et donc là, on est encore dans les discussions, on est plutôt aujourd'hui dans l'affinement, en fin de compte, je veux dire, du programme, le socle commun sur lequel l'ensemble de ces courants politiques se sont mis d'accord est globalement validé. Désormais, il y a plutôt des modalités à gérer sur peut-être certains points de désaccord, comme sur la question de l'Europe. En fait, se mettre d'accord sur des modalités de fonctionnement, de sorte à ce que nous soyons vraiment en capacité de pouvoir gouverner et surtout appliquer le programme L'avenir en commun. Est-ce que, alors on connaît la particularité, la difficulté des discussions, des négociations, parfois des alliances, et c'est aussi une sorte de contentieux qui date maintenant depuis plusieurs années, plusieurs dates, échéances électorales, c'est-à-dire cette négociation entre les partis de gauche. Comment s'unir? Faut-il s'unir tout en gardant aussi son programme, ses priorités, son idéologie? Jusqu'à présent, il n'y avait pas spécialement de regrets sur les dernières présidentielles. On a bien compris qu'il y avait eu un petit moment d'amertume et de regret que certains partis n'aient pas rejoint dès le premier tour Jean-Luc Mélenchon, puisque ça a été le challenger. Il est arrivé en troisième position sur le podium avec 20%. Il est passé à 470 000 voix à peu près de Marine Le Pen. Donc on sait la complexité tout de même des discussions et des négociations. Mais là, maintenant, est-ce qu'on peut dire que l'ambiance, l'environnement, les échanges sont plutôt cordiaux et que ça se passe plutôt bien? Notamment, il y a une réelle volonté de s'unir, en tout cas dans une très grande partie des circonscriptions. Ce n'est pas le cas partout, je crois. Il y a certaines circonscriptions certains membres des partis respectifs qui ne le souhaitent pas, je crois aussi. Ce qui est important, c'est que ce qui se fait là est quelque chose d'extrêmement historique, donc chacun le reconnaît, et l'on regrette que cette démarche n'ait pas pu avoir lieu dès le premier tour des élections présidentielles. Bon, désormais, il faut regarder devant, et c'est la raison pour laquelle la belle aventure qui se dresse devant nous, avec la possibilité d'avoir 289 parlementaires, et donc du coup Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre, est un espoir important pour l'application du programme. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi que l'on soit dans cette dynamique-là, aussi à tenir les fondamentaux sur lesquels nous sommes. Bien sûr que le processus de négociation avec un certain nombre de courants politiques amène aussi forcément à avoir un certain nombre de difficultés importantes. Et je veux avoir une pensée particulière à l'endroit des militants, celles et ceux qui, par exemple, qui avec moi ont bourlingué depuis maintenant plusieurs années pour justement faire en sorte de tracer le chemin de l'Union populaire. Aujourd'hui, on peut avoir ici, dans un certain nombre de circonscriptions, des déçus, puisque il y a un certain nombre de chefs de file qui auraient souhaité être candidats, et j'en fais partie d'ailleurs, et qui, dans le cadre de ces accords, ont purement et simplement été relégués. Et donc, il y a aussi des traductions concrètes, en fin de compte, de cette situation. Et cette situation, elle doit nous permettre aussi de regarder devant, mais elle doit aussi nous permettre de tenir des fondamentaux. Il ne faut pas, et c'est l'exercice qu'il nous faudra d'ailleurs, que l'ensemble des différentes écuries politiques qui seront réunies autour de la belle aventure au niveau de nouvelles unions populaires, se donne aussi la possibilité de pouvoir représenter les différents quartiers populaires. Et l'on voit bien que dans les discussions qui ont cours ici ou là, la question de la représentativité, qui est un enjeu aussi extrêmement important, doit être prise en considération. Elle est, à mon goût, insuffisamment prise en considération. Et c'était aussi un objectif que l'on s'était assigné. Et il ne faudrait pas, et je finirai mon propos par cela, que désormais le mouvement En Marche, qui du coup se met en situation de pouvoir aller challenger sur les élections législatives, nous dame le pion en ayant des candidatures issues à la fois de la représentative et des quartiers populaires, et que nous-mêmes, grandes formations politiques, nous ne sommes pas en capacité de le faire. Donc, il faut vraiment être très vigilant par rapport à ça. Alors, avant de faire intervenir Gamal Abina, effectivement, il y a entre autres, vous le disiez, la représentativité. Il y a aussi aller chercher ces populations dans les quartiers, etc. Mais je crois que ça, c'est un peu la priorité, l'objectif de plusieurs partis. Mais bon, on sait très bien que ce RSA, sous condition de quelques heures de travail, ou encore cette retraite à 65 ans, on a bien compris que le PS et le Parti communiste étaient dans la même alignée que vous. Mais y a-t-il des thématiques tout de même qui posent problème, qui sont vraiment sur la table, et coûte que coûte, les partis respectifs ne lâchent pas tout de même? Nous, on a déjà au moins les questions autour de l'Europe. C'est-à-dire que là, il y a des points de désaccord sur les questions européennes
entre la sortie de l'Europe et la sortie de l'Europe. Donc il y a ce sujet-là, mais nous sommes purement et simplement dans d'abord la réinterrogation de l'ensemble des différents arrêtés qui doivent nous permettre de pouvoir mettre en application le programme d'avenir en commun. Donc c'est quand même ça l'objet principal. On sait qu'on a des points de divergence avec et le Parti communiste français, voire même avec le Parti socialiste. Et donc c'est pas tant de lister nos désaccords, mais c'est surtout de lister les éléments qui vont nous permettre de dépasser ces points de désaccord. Donc ça peut se traduire à la fois sur la clarification, en fin de compte, d'un point de désaccord. Donc on prend acte des désaccords que l'on peut avoir. Et la deuxième chose, c'est que dans le cadre d'un processus de gestion de l'État, que l'on soit en capacité de pouvoir aussi avoir une liberté de vote dans ces situations quand l'exercice de la mise en application de ces différents sujets viendront sur la table. Donc c'est plutôt ça, c'est un travail de transparence totale, mais qui doit nous permettre à la fois d'identifier dans le socle commun que nous avons au niveau de l'avenir en commun, de pouvoir être ensemble et de permettre des points différenciants, parce que c'est aussi ça la démocratie, c'est aussi ça le débat, et la possibilité offerte à la population, y compris par voie référendaire, de pouvoir aussi trancher les points de désaccord que nous pourrions avoir dans le débat public. Parce que c'est aussi ça dont il s'agit dans l'objectif que nous nous fixions, de pouvoir gérer demain l'État en France. Mmh. Restez avec nous, Bali Bagayoko. Alors, je vois que vous êtes équipé. Je pense que vous êtes en train de plus regarder votre écran de retour. Donc, si vous pourriez peut-être voilà, vous tourner légèrement vers la gauche, mais ce n'est pas grave. On vous voit très, très bien et on vous entend très, très bien. Avant d'avoir une réaction générale avec Gamal Abina et nous donner, lui, sa vision des choses, puisque l'objectif aussi d'avoir Gamal Abina, c'est aussi de l'avoir avec un peu de neutralité. Mais vient nous rejoindre Akli Melouli, que vous connaissez aussi très bien, adjoint au maire Bonneuil-sur-Marne. Il est membre du Conseil national du Parti socialiste. Akli Melouli, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent, cher Akli Melouli. Première thématique de cette émission, c'est notamment ces législatives. Ça y est, enfin, on y arrive. Enfin, vous y arrivez, la gauche commence tout de même à s'unir, en tout cas les 4 gros partis, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, le Parti socialiste, le Parti communiste. Oui, enfin, c'est vrai que d'ailleurs, on a mis du temps. 2017, on aurait dû déjà y arriver en 2017, on aurait gagné 5 ans. Mais effectivement, il faut qu'il y ait l'union. Mais j'entendais ce que disait Bali, et qui est juste. En fait, on n'a pas de point de désaccord. Il ne faut pas confondre de débat et les désaccords, parce que globalement, on est d'accord. Après, c'est sur la méthode pour y arriver, et c'est la méthodologie sur laquelle on peut diverger. Mais je crois que la gauche, elle n'est pas uniforme. C'est justement la force de la gauche. Nous, on n'a pas le culte du chef, et c'est là où il y a débat. C'est que la gauche, en fin de compte, c'est un programme qui est incarné. On a besoin d'incarnation. La gauche doit s'incarner. Et aujourd'hui, effectivement, je suis heureux qu'on dépasse ce cap qui nous a beaucoup coûté à la gauche, qui était théorisé par certains, qui étaient les gauches irréconciliables. Et je crois qu'il n'y a pas de gauche irréconciliable. Nous avons effectivement des divergences de point de vue, nous avons des divergences de méthodologie, mais le but que l'on poursuit en commun, parce qu'il nous rassemble, c'est effectivement le bien-être de la population. C'est la dignité, la capacité à vivre bien. Et aujourd'hui, on le voit bien. Et par exemple, il y a dans l'accord qui est signé avec les socialistes, il y a un certain nombre de mesures, notamment sur le STIG à 1400, mais on pourrait même aller plus loin. Et je crois qu'il faut pas oublier, il y a eu un truc que quand même, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, moi je suis pas leader, je suis rocardien, mais il faut lui reconnaître que quand même il a augmenté les minima sociaux, il a augmenté certaines choses, il a mis la retraite à 60 ans. Enfin, il y a certaines choses qui c'était déjà dans les programmes et ça avait déjà été mis en œuvre. Donc, si vous voulez, ce qui nous sépare est pas si irréconciliable. Par contre, effectivement, nous avons eu des égos et il est normal, et comme le disait, il faut le dire, je crois qu'il ne faut pas confondre l'unité et l'uniformité. Moi, par contre, ce qui m'a inquiété, c'est que dans le cadre de cette unité, de ces accords, à chaque fois, c'est effectivement, c'est l'effet miroir, ces enfants des quartiers populaires, des classes ouvrières, de la diversité comme on les appelle, mais la diversité c'est aussi la classe ouvrière, c'est aussi le lieu de vie, c'est aussi le territoire comme le rural, etc. Eh bien, ce qui me gêne, c'est qu'effectivement, au profit de parachutage, ces acteurs locaux ont souvent disparu des radars, et ça, c'est pas lié aux accords, c'est une pratique qu'il faut changer et dont la gauche a une responsabilité parce que on retrouve plus de gens de la diversité des quartiers populaires dans d'autres listes qui sont pas des listes progressistes et réformistes et c'est ça qui doit nous inquiéter et c'est ce qui doit interpeller nos responsables. Je le dis très tranquillement que moi j'étais pas candidat et que j'aurais pu être,
Et donc, et c'est pas parce qu'il faut pas défendre que son précaré. Je crois que la politique, c'est aussi des valeurs. Et si je dis, c'est parce que depuis 30 ans, avec certains, on se bat justement pour qu'il y ait l'effet miroir, que pour que les jeunes puissent se reconnaître à travers des élus qui leur ressemblent et redonner de l'espoir à ces quartiers populaires. On peut pas leur dire qu'on parle pour eux sans effectivement qu'ils soient représentés. Et, faire sans eux, c'est pas faire pour eux non plus. Alors, c'est ce que je disais à Bali et Bagayoko. Je crois que ça, vous rejoignez tous les uns et les autres. Effectivement, ne pas confondre uniformité et unité. On peut s'unir, mais sans avoir spécialement les mêmes accords, les mêmes avis. Mais tant mieux pour tous les gauchistes et toutes les personnes de gauche qui sont ravis. Mais à vous entendre aujourd'hui, à Klimelouli et puis Bali Bagayoko et puis tous les intervenants, mais c'était si simple à la fois de. Non, c'est pas simple. En tout cas, à voir entendre votre optimiste, etc. On a l'impression que tout est bien dans le meilleur des mondes avec. Non, j'ai pas dit que tout était bien. Les difficultés commencent aujourd'hui. Non, attendez. J'ai pas dit que tout est bien. Les difficultés commencent parce que, mais c'est peut-être une étape pour que la gauche se remette au travail. Parce qu'en réalité, depuis 30 ans, on n'a pas travaillé ensemble, on n'a pas rediscuté. Et donc aujourd'hui, on s'est éloigné sans s'en rendre compte. C'est un peu comme les couples. On pensait qu'on était tous, et donc c'est effectivement aujourd'hui, on doit retravailler. En fait, le plus dur va commencer après l'initiative, parce que là, c'est une étape. Et donc, je pense que la gauche a besoin de retravailler ses fondements. La gauche de Jaurès, et c'est ça là qu'on doit retrouver. Et donc, j'ai pas dit que c'était. D'ailleurs, il faut pas confondre compliqué et simple. Ça peut être simple, mais ce sera complexe parce que on doit réfléchir comment on repense le travail, comment on repense la retraite. Pourquoi effectivement elle est toujours indexée sur le travail. Est-ce qu'il y a d'autres leviers? Tout ça, on doit le repenser, mais on doit le repenser ensemble. Et c'est ça qui est intéressant. La gauche et la gauche, quand elle débat, quand elle se confronte, et c'est la richesse de la gauche, c'est de se confronter. On peut se confronter avec Bali Bagayoko et d'autres, mais on sait très bien que si on se confronte, c'est pas par posture, mais c'est bien parce que on essaie de trouver peut-être les meilleures voies, les meilleures solutions, ou ce qui peut que ce soit périn et que ça profite à la population. On va écouter Gamal Abina. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Merci les électeurs derrière Jean-Luc Mélenchon. Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci Emmanuel Macron. À Klimelouli, je crois que c'était Gamal Abina. Bah, écoutez, ce qu'il faut dire, c'est merci au peuple de gauche qui a, en votant utile, en reportant, nous a fait part, et d'ailleurs 84% du peuple de gauche se félicite des accords, nous a dit qu'il était temps qu'on surmonte nos querelles de partis, d'appareils, de personnes, etc., pour essayer de proposer un projet aux Français. C'est ce qu'on a commencé à esquisser, et c'est ce que j'espère qu'après l'initiative, on va continuer à travailler pour effectivement redonner l'espoir. Je me souviens du slogan de Mitterrand, c'était changer la vie. Ça avait commencé, on a été rattrapé. Donc entre soi-disant les gauches raisonnables, les gauches aussi, moi je ne connais pas de gauche raisonnable ou pas raisonnable. Je connais des gens de gauche, et c'est pour ça que j'ai dit que moi, je dis toujours d'ailleurs, tout ce qui est de gauche ne peut pas m'être étranger. Je suis prêt à discuter avec tous les gens de gauche, et il faut faire attention aux gens qui tentent de nous diviser en parlant d'extrême, etc., en essayant de mettre sur le même pied telle et telle chose. Je crois que moi, je voudrais remercier le peuple de gauche qui nous a dit ça suffit, et qui, j'espère, sera entendu, et qu'on sera capable de continuer à être ce que nous sommes, de nous affronter, de nous confronter, mais toujours de le faire avec la boussole qui est comment les gens vivent demain. Parce qu'en réalité, ce qui intéresse les gens, c'est pas ce que l'on est, c'est pas nos égos ou nos nombrils, c'est demain qu'est-ce qu'ils auront dans l'assiette et comment ils finissent les fins de mois et comment des travailleurs ne soient pas pauvres, ne vivent pas dans leur voiture et qu'ils puissent vivre dignement, que nous prenions effectivement peut-être des mesures sur cette question du logement avec des aides et spécifiques pour que les gens puissent se loger dignement et ne pas avoir à supporter dans les salaires du SMIC près de 50%, parce qu'on dit que le logement coûte 30%. Pour ceux qui gagnent le SMIC, c'est près de 50% quand ils ont des familles dans leur salaire, et ça, c'est pas supportable. Et donc, c'est ce que les gens attendent. Moi, c'est ce que, quand je croise les gens dans la rue, ils me parlent surtout de qu'est-ce que vous allez faire pour nous, et est-ce que vous êtes capable de le faire, ou alors est-ce que vous continuez à vous voir, à vous regarder dans les miroirs. Merci. Prochaine question peut-être pour vous et Gamal et Bali Bagayoko dans quelques instants. Est-ce que c'est pas la fin des partis, notamment du Parti socialiste et du Parti communiste? Et puis est-ce que c'est pas justement la France insoumise
qui remportera un peu cette gauche en France dans quelques. J'y reviens avec vous, avec tous les deux dans quelques instants. Gamal Abina, j'aimerais avoir votre réaction un peu générale sur ce que vous venez d'entendre. Peut-être pourquoi aussi, selon vous, pourquoi est-ce que la gauche a attendu? On sent tout de même cet optimisme. On sent que les personnes de gauche, les militants sont très avenants. Il y a un engouement. Ils ont, d'après ce qu'on a les déclarations des deux formations, notamment la France Insoumise et le PS, il y a une réelle volonté de travailler ensemble. J'aimerais avoir votre point de vue. Et puis, même question, elle est un peu directe, avec un peu d'humour aussi, mais est-ce qu'il faut remercier Emmanuel Macron en 2022? Enfin, il permet à cette gauche, quelque part indirectement, de retrouver un peu son élan d'union et de travailler ensemble dès maintenant. Alors déjà, il faut rappeler plusieurs choses. Il faut se rappeler que Mélenchon a fait 37 ans au Parti socialiste. Il ne parle pas à des inconnus, il parle à des gens avec lesquels il a lutté politiquement. Il faut se rappeler une seconde chose essentielle aussi, c'est qu'il y a 50 ans exactement, cette année, François Mitterrand, en 72, fait le programme commun avec les communistes. Et Mélenchon, c'est un petit peu une sorte de fils spirituel de François Mitterrand, parce que finalement, il fait quoi? Il propose un programme commun, au-delà des communistes, bien évidemment, qui sont quasiment inexistants aujourd'hui politiquement, mais avec le Parti socialiste qui était en phase descendante, et avec les Verts, qui n'était à l'époque quasiment même pas un concept, le Parti des écologistes. Et donc, il propose un programme commun, et évidemment, Macron est un catalyseur de tensions sociales, beaucoup de haine, beaucoup de ressentiment, beaucoup d'adhésion aussi. Il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de Français qui aiment Macron. Et donc, il a su, Macron, faire en sorte que sa posture radicale, parce que c'est un radical, ça reste un ultralibéral, et de l'autre côté, réveiller une gauche qui était moribonde depuis quelques années et qui n'a jamais su se mettre d'accord. Alors, la gauche, c'est pas une gauche, c'est des gauches qui vont d'une gauche socialiste qui à l'origine était très radicale et s'est apaisée, est devenue un véritable instrument classique des pouvoirs en place en Europe, avec des gauches beaucoup plus radicales comme celle évidemment de Mélenchon, qui est une gauche avec beaucoup d'acteurs à l'intérieur des pauvres, souvent des pauvres, pas des fils de bourgeois, pas des gauches caviar, mais des pauvres qui sont très radicaux et qui veulent aller très loin dans leurs réformes. Et parallèlement à ça, il y a les Verts qui ont été bons pendant ces derniers suffrages avant l'élection présidentielle et qui se sont littéralement effondrés, avec des résultats, on l'a vu, inférieurs à 5%, ce qui les met en danger économiquement, mais qui sont quand même relativement bien implantés au niveau national, particulièrement au niveau européen. Et donc, tous ces éléments constitutifs ont fait que la plus grande puissance de gauche actuelle, et indiscutablement, on l'a vu dans les urnes, reste la France Insoumise, excusez-moi, et parallèlement à ça, eh bien, toutes les autres gauches qui sont à la dérive et qui ont fait des scores ridicules aux élections et qui ont des difficultés économiques ont tout intérêt à se rallier à Mélenchon, puisque c'est la force montante, parce que c'est quand même la troisième puissance dans la politique française aujourd'hui, hein, qui a quand même mis en danger l'extrême droite, et tant mieux d'ailleurs. Et ils ont tout intérêt à le faire parce que sinon leurs militants, parce que la gauche, quand on dit la gauche est morte en vérité, ça comprendra très bien ce que je veux dire par là, la gauche n'est pas morte. Les partis de gauche sont en difficulté prononcée parce que les leaders de partis ne sont plus à la hauteur des enjeux, mais Mélenchon a su montrer un leadership que les autres n'ont plus su faire. On n'a plus de grands leaders de gauche aujourd'hui, hein, c'est fini l'époque des Mitterrand ou des Rocard, mais surtout, la gauche n'est pas morte parce que dans le peuple qui souffre, il y a un peuple de gauche qui lui est existant, qui n'a jamais cessé d'exister et qui a toujours des aspirations de gauche sociale, qui veut pas être mise en danger par l'ultralibéralisme international américain. Et donc, ce peuple de gauche n'aurait pas compris que les dirigeants du Parti socialiste ou des Verts ne fassent pas alliance, alors qu'ils ont raté le premier rendez-vous présidentiel, avec évidemment M. Mélenchon. Quant à Mélenchon, il a pris le temps de s'apaiser. Aujourd'hui, il a un discours beaucoup plus nuancé. Je lui reprocherai une chose quand même pour calmer un peu les bémols, c'est que malheureusement, effectivement, M. Mélenchon, il a une tendance à oublier que les gens à qui il parle, pour l'essentiel pauvres, sont souvent issus des quartiers populaires, ont de la couleur, et lui, ses candidats, je prends l'exemple de Garrido, qu'il a parachuté, je parle bien de parachutage à Montreuil, qui n'est donc pas le couleur locale, la majorité des Montreuillois sont plutôt Bobigny, excusez-moi, Bobigny pour être précis, la majorité des gens qui habitent à Bobigny sont plutôt des gens d'origine étrangère nord-africaine, eh bien, ne se reconnaissent pas en Garrido. Donc ça, c'est des erreurs des castings qui vont les coûter certainement, mais quoi qu'il en coûte aujourd'hui, effectivement, la France Insoumise a fait un travail considérable, a un discours de gauche très avancé, très fort, avec des propositions, je crois que c'est 635 propositions qu'ils ont produites, ça a été réfléchi, pensé avec tout un tas de groupes de personnes, mais malheureusement, en termes de représentativité, on n'est pas encore au rendez-vous. Par contre, en termes de force politique, avec ce coup magistral qu'ils ont réussi à faire, se mettre d'accord avec les communistes, c'était pas évident, mais surtout les socialistes, qui étaient les plus rétifs à l'alliance, et puis évidemment les Verts, qui n'ont aucun intérêt à ne pas être dans l'alliance, eh bien, il est probable, certainement probable d'ailleurs, puisque l'assise quand même du PS au niveau national et au niveau des députations est très forte, il est probable qu'ils réussissent au moins
à avoir soit la première force d'opposition à l'Assemblée nationale, sinon la majorité est donc effectivement, une possible cohabitation. Et c'est la raison pour laquelle, dans la campagne de M. Mélenchon, il a dit « Faites de moi votre Premier ministre ». C'est qu'il est persuadé, avec cette alliance de force qui a été constituée autour d'une gauche et de valeurs communes, je pense, qu'il pourra sans doute peut-être imposer une cohabitation. Et pour se rendre compte de la réalité, c'est que M. Macron cherche actuellement un ministre plutôt de gauche pour représenter le Premier ministre. Il aimerait avoir un homme de gauche. Donc c'est vrai que les choses changent, qu'il y a de véritables enjeux, qu'il y a 1 mois et demi maintenant pour obtenir un résultat significatif et une cohabitation qui va calmer la présidence macronienne. Mais c'est vrai que la gauche aujourd'hui est à un tournant considérable. Si elle rate cette élection à la députation, ça va être très compliqué pour elle de se refaire une santé. Gamal Abina, 2 minutes là-dessus. C'est vrai qu'on a tendance peut-être, selon les chiffres, à analyser que cette gauche, elle est en perdition, en voie d'extinction, qu'elle est en train peut-être de mourir. En tout cas, ces partis, qui, je le rappelle, fut un temps, c'était des gros partis. Ils ont accompagné cette 5e République, mais effectivement, vous le dites clairement, c'est pas spécialement qu'ils soient morts, mais c'est quoi? Ça veut dire que ces partis de gauche n'ont pas à un moment donné réussi à convaincre et que Mélenchon a réussi. Ils ont perdu l'électorat, ils ont perdu les Français et les Françaises. C'est ça l'une des raisons. Et puis, où s'est passé peut-être peut-être que Hakim Elouli aussi pourra y répondre, puisque je rappelle que le PS, au niveau des présidentielles, a totalement chuté. Où a été le virage à un moment donné, puisqu'on le disait, Mitterrand, tout de même, à un moment donné, il a réussi à convaincre. Et même François Hollande a réussi à convaincre. Et même Ségolène Royal a réussi à convaincre aussi à un moment donné au 2e tour. Alors, la question mitterrandienne, elle est simple. C'est que même Acklin ne pourra pas me contester cette réalité. C'est que Mitterrand était de gauche pendant 2 ans. C'était l'arrivée en 80 avec un espoir considérable qu'il avait donné à la population des gens issus essentiellement des quartiers pauvres. Je ne parle pas seulement des banlieues, mais aussi beaucoup de paysans se sont un peu reconnus, mine de rien, face à Mitterrand. Beaucoup d'ouvriers de l'industrie, parce qu'il y avait beaucoup d'industrie en France à l'époque, particulièrement dans le secteur primaire et secondaire, se sont reconnus dans Mitterrand. Mitterrand a su faire un programme de gauche pendant 2 ans, puis après, ça a été l'austérité. Il installe Monroy à la tête de son ministère et on serre la vis. Donc, à partir de là, les tensions sociales ont été grandissantes et la politique de Mitterrand était une politique de plus en plus teintée à quasiment presque centre-droit ou sinon à droite. Mitterrand n'étant pas traditionnellement un homme de gauche, il faut le rappeler. Par contre, Michel Rocard était un véritable homme de gauche, mais il n'a jamais su prendre l'ascendance sur son concurrent Mitterrand. Et la SFIO, dont est issu Michel Rocard, qui est une véritable gauche traditionnelle et beaucoup plus crédible que n'était le Parti socialiste, puisque le Parti socialiste, c'est la conséquence de la SFIO, finit par perdre la plupart de ses cadres, perdre cette idéologie qui était quand même très, très, très implantée dans la population et pour lequel il y avait un rêve de retour à la réussite. La chute du mur de Berlin n'a pas arrangé les choses, puisque le rêve de la gauche à l'Est s'est effondré. On s'est dit que le socialisme type communiste, c'était fini. Donc le communisme est mort quasiment à la suite de la chute du mur de Berlin. Mais derrière, il y a eu, effectivement, vous l'avez souligné, des Hollande. Et Hollande, c'était vraiment la pire arnaque qu'on ait jamais vue à gauche. Il est arrivé dans une campagne en disant qu'il était l'ennemi de la finance, que les finances étaient son ennemi. Il a menti, évidemment. Et Hollande a fini par pratiquer une politique quasiment de droite, avec un Valls aux commandes qui était quand même très malsain, qui était un homme de droite. Valls, c'est pas difficile à deviner. Mais surtout, il n'a pas du tout une politique de gauche. Il a été jusqu'à parler d'échange de nationalité, après l'identité nationale de Sarkozy. Donc, tout ça, ça a conduit vraiment à une défiance. Hollande n'était pas aimé à son élection. On a voté pour lui par dépit. On ne voulait plus de Sarkozy. Donc, c'est un vote par défaut. C'est comme Macron. Les gens ont voté pour lui parce qu'ils ne voulaient pas de Le Pen, évidemment, c'est logique. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se pose? Il y a un peuple de gauche qui souffre, qui existe, avec une crise économique à venir qui est considérable. Et ce peuple de gauche met tous ses espoirs vers un homme qui a une posture relativement radicale par rapport à la gauche et qui leur donne encore un espoir de retour et de renouveau. 30 ans après la chute du mur de Berlin, ça a du sens. Et c'est en cela que je dis, aujourd'hui, la gauche n'est pas morte dans le cœur des gens, mais la gauche s'est désincarnée dans le cœur des élites qu'on appelait la gauche des éléphants, la gauche qu'on appelait caviar, la gauche bourgeoise, souvent des gens qui étaient issus de droite. Quand on parle de Hollande, c'est un homme dont les parents étaient de l'OS, enfin, le père. Quand on parle de Ségolène Royal, c'était la fille de gens de droite, elle était fille de militaires. Donc, c'est pas cette gauche-là dans laquelle se reconnaissent les gens. Et c'est vrai que cet espoir déçu a conduit à une sorte de désaffection de la gauche, tout simplement. Mais la gauche existe toujours dans les cœurs des gens, mais pas dans les élites. Merci Gamal Abina. Je vais saluer Nordina Aoussad qui vient nous rejoindre, écrivain, conférencier, professeur à la faculté des sciences islamiques à Paris. Bonsoir Nordina Aoussad. Bonsoir Chaban, bonsoir Gamal et Sahaïdak. Merci infiniment. Oui, pareillement, encore une fois, bien sûr.
Bonne fête de l'Aïd à tous. On va passer à la deuxième partie dans quelques instants. Un dernier tour peut-être un mot, Nordine Aoussad. Je sais que vous êtes aussi très intéressé par la politique. Ça vous inspire quoi maintenant, cette législative? C'est un troisième tour qui arrive. C'est un Mélenchon Premier ministre. Comment vous sentez un peu la dynamique? C'est certainement un véritable troisième tour et c'est pas un élément de langage, c'est un troisième tour. Les gens ont voté Macron non pas par adhésion à la politique de Macron ni à la stratégie et au programme de Macron, mais ils ont voté, je dirais, massivement pour une grande partie pour faire barrage à Marine Le Pen dont le programme est connu. Et donc, c'est ainsi que se présente cette fois-ci ce troisième tour, ces élections législatives, et surtout que les gens ne commettent pas l'erreur qu'ils ont faite en 2017 en donnant une immense majorité à Macron suite aux élections présidentielles. Donc, cette fois-ci, les électeurs, je pense, pour une grande partie, ont l'intention de se saisir de ce troisième tour de ces législatives pour montrer à Macron qu'ils ne sont pas prêts à revivre ce qu'ils ont vécu lors du premier quinquennat. Voilà, c'est un peu ça. Dans l'Inaoussad, est-ce que c'est un virage, d'un point de vue général, il y a un virage, il y a quelque chose qui se passe là dans le paysage politique français? C'est la gauche va s'unir. Enfin, est-ce qu'il se passe réellement? Est-ce qu'il y a réellement un chamboulement, un réel tsunami dans le fonctionnement, dans cette peut-être une nouvelle politique pour convaincre un peu plus, pour innover aussi? Oui, il y a certainement du changement, un tsunami, un chamboulement, je dirais pas tout à fait ça, mais un changement, il est réel. On n'a qu'à voir les sondages de l'adhésion des militants ou de la base de ces partis politiques qui ont rallié cette union à laquelle les IA invité Mélenchon, on trouve que c'est des scores qui sont nettement très élevés, 71%, 80% chez les écologistes. Donc, ça montre bien qu'il y a un changement, que le peuple de gauche, je rejoins totalement et j'adhère à l'analyse de Gamal tout à l'heure, que le peuple de gauche existe, les idées, les idéaux, la sensibilité, elle existe toujours, même si les partis se sont effondrés. D'ailleurs, ce n'est pas seulement que le parti de gauche, même le parti de droite classique s'est totalement effondré puisqu'il a réalisé moins de 5%. Donc, il y a un véritable changement, un véritable, je dirais, prise de conscience que cette échéance du 12 et 19 juin prochain, elles sont très décisives. Elle est très décisive, cette échéance, dans le sens où bien ils vont se donner une chance, ces partis de gauche ou de sensibilité de gauche, que ce soit les communistes, que ce soit les socialistes ou les écologistes, ils se donnent une chance de relever la tête, de s'accrocher, de ne pas être emmenés par ce délitement, par cet affaissement des partis classiques, ou c'est le contraire. Mais je pense, et puisque l'alliance a été faite avec les écolos, les communistes et les socialistes, on pense que si c'est pas déjà conclu, est en bonne voie. Maintenant que des ténors du parti quittent ce parti, Cazeneuve, on sait quelle politique il a menée quand il était au ministère de l'Intérieur. C'est pas très étonnant. On sait les quelques tribunes qu'il a signées ou qu'il a écrit lui-même, quelles sont ses positions. On le sait depuis longtemps, comment il s'appelle, Valls a vendu la mèche. Il y a des gens qui sont dans le parti de gauche, dans le parti socialiste, mais en fait, leur idéologie, je ne dis pas seulement leur pensée, leur attitude, leur comportement, est plutôt de droite. Merci, restez avec nous, Nordine Aoussad. Un dernier tour de micro sur cette première thématique. Je reviens vers vous sur cette question qui me semble importante. On va reprendre avec vous. Bali Bagayoko, est-ce que aujourd'hui la France insoumise est en train de se préparer peut-être à réunir tout le monde, mais peut-être
envoyer les autres partis totalement dans l'effacement et l'inconnu. Et je poserai la même question à Akli Melouli parce que c'est une question qui se pose aujourd'hui. Hein. C'est peut-être pas une volonté, mais indirectement, tout de même. Ce n'est pas du tout une volonté, mais ça. En revanche, l'Union populaire, la France insoumise, ne va pas régler les débats internes que chacun de ces mouvements et partis politiques doivent désormais assumer. Ça a été dit par plusieurs intervenants avant. Jean-Luc Mélenchon, l'Union populaire, les éléments de programmatique, qui sont d'ailleurs autour de 684 propositions concrètes, sont avant tout, je veux dire, une base pour pouvoir traverser le chemin des possibles à gauche. Et donc, c'est à partir de ce socle-là que l'on doit être en capacité de pouvoir avancer et de faire la démonstration que nous avons collectivement réussi à comprendre ce qui se passe dans la société pour pouvoir changer les règles, y compris avec, par exemple, la 6e République. Et donc, c'est de là, en fin de compte, que la question viendra. C'est-à-dire que soit on répondra de manière concrète, par des actions concrètes, à ces enjeux-là, et à ce moment-là, le peuple de gauche qui existe, et je suis d'accord avec ce qui a été dit par les prédécesseurs, mais ça veut dire qu'après, il faut qu'on soit capable maintenant de s'inscrire sur la durée. Nous, notre objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que l'espoir qui est sorti des urnes le premier tour des élections présidentielles puisse se confirmer lors du 3e tour des élections présidentielles avec une cohabitation qui va nous permettre de tenir la main de la Macronie et d'imposer un programme de protection en direction de l'ensemble de la population. Et si on réussit ça, alors il y aura un lien étroit entre l'ensemble de celles et ceux qui se reconnaissent de la gauche et bien sûr le peuple de gauche qui bien sûr retrouvera un espoir sur la durée et qui va nous permettre en fait de traduire en actes des propositions concrètes. Akli Melouli, dernière intervention sur les législatives. On va passer à la deuxième partie. Eh bien, j'ai envie de vous poser la même question. Vous êtes parti, hein, vous êtes membre du Conseil national du Parti socialiste. N'y a-t-il pas des craintes que le PS est amené quelque part peut-être à disparaître, puisque aussi la force d'un parti, c'est la base militante qui se situe dans les villes, dans les départements, dans les régions? Alors, vous savez, dans la vie, on traverse toujours des turbulences, plus ou moins fortes. On a peut-être raté quelque chose, je le dis moi depuis 30 ans, donc, mais c'est pas ça. Mais n'oubliez pas quand même que le Parti socialiste, c'est un parti qui est implanté, le socialisme, les régions, les départements, les villes, et que les gens ne confondent pas l'élection nationale et l'élection locale. C'est important quand même de comprendre parce que il y a quand même des élus locaux qui sont proches de leur population, ne l'oubliez jamais. Et c'est ça la force du Parti socialiste. En fait, c'est un parti d'élus. Et c'est là la grande difficulté, puisque le national n'était plus en phase parfois, et c'est bien sûr cette clarification qu'il va falloir avoir. Mais juste revenir sur ce que disait Gamal, Bali, après on va en parler, mais il faut faire attention parce que en 2017, Benoît Hamon a tendu la main à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc, que je connais bien, qui était avec nous, n'a pas souhaité le faire, c'est son droit, mais il y a eu quand même des tentatives. Il faut pas balayer d'un revers de main. Je me félicite qu'aujourd'hui, la maturité aidant, alors que les premières déclarations d'une députée de mon département, tout le monde a dit non, tous sauf les socialistes, que Mélenchon, qui connaît mieux la musique certainement, avec son expérience, a dit attendez, si on veut effectivement porter un espoir à gauche, c'est tous ensemble. Je suis d'ailleurs déçu que le PRG ne soit pas rentré dans cette union, dans cette unité, pas uniformité. Et je voulais rappeler aussi ça et de dire aussi, on parlait tout à l'heure de Mitterrand. Alors, je sais que Gamal maîtrise, mais dans son intervention, il a oublié de préciser, c'est qu'en fait, Mauroy, il n'a pas été le père de la rigueur. Mauroy était Premier ministre, un homme de gauche, de 80 à 83 personnes. Il faut lui reconnaître ça, c'est lui qui a fait. Et quand on avait dans ce slogan changer la vie, on a parlé de toutes les mesures, mais il y a une mesure quand même qui a changé la vie de nos parents. Et ça, les gens l'oublient, que c'est la gauche qui a fait toutes les réformes. D'ailleurs, dans le tract qui a été fait, il y a eu des erreurs, et ça a été repris par d'autres, mais je vais pas le faire. Et la cape de 10 ans. Vous savez qu'avant, nos parents vivaient avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'était 1 an, 3 ans, ça dépendait au bon vouloir. Et donc, tous les choix qu'il y avait un débat, on pensait qu'on allait être viré, expulsé, on préparait les valises régulières. Et cette cape de 10 ans a changé et a implanté durablement nos parents, a changé la vie des gens, donc c'est important de le dire. Et pour Rocard, il vient pas de la SFIE, il vient du PSU, puisque j'en viens. C'est le seul parti, PSU, c'est son rapport, qui était clairement pour l'indépendance de l'Algérie, alors que d'autres étaient pour la paix, etc. Il faut quand même remettre tout dans le contexte. Et donc, c'était juste pour la clarification pour ceux qui nous regardent. Et donc, je crois effectivement qu'aujourd'hui, cette gauche, et Bali en parlait, c'est-à-dire que ça n'empêche pas qu'on aura des divergences. Le problème, c'est quand vous êtes uniforme, vous n'êtes plus innovant. Et donc, c'est justement la force de la gauche d'avoir ces débats. Le problème, c'est que la gauche, depuis 30 ans, n'a plus eu ces débats. On sait plus affronter entre nous. D'ailleurs, quand on gère dans les majorités municipales, dans lesquelles on est en co-gestion,
eh bien, on a ces débats. On a des bureaux municipaux où on a ces débats. Un espace où on se confronte. Donc, il faut retrouver nationalement ces espaces où on se parle. On n'a pas besoin d'être d'accord. On n'est pas obligé de partir en vacances ensemble. Mais en tous les cas, les Français attendent de nous. Et puis, quand vous dites que la France insoumise va nous dissoudre, on se dissoudra tout seul. Parce que quand même, nos électeurs, en votant pour la France insoumise, parce que c'est quand même, faut le faire, ils ont voté, eux, pour cette unité en disant le mieux placé doit tirer la locomotive. Demain, ce sera peut-être d'autres. Le but, c'est pas de faire... Si on est dans ce jeu, on veut faire disparaître les uns les autres pour devenir dans l'uniformité, on tuera la gauche. Et le peuple de gauche a besoin de cette diversité. Je le réitère, hein, je vous le dis, la gauche, le Front populaire, c'est la somme, que les gens ne l'oublient pas, c'est la somme des socialistes, du radicalisme, à l'époque porté par le Parti communiste, des antifascistes et des pacifistes. C'est cette union, à l'époque, vous savez qui était majoritaire, je vous le dis quand même, pour reprendre l'histoire, parce que comme quoi les choses évoluent et concernent, pour ceux qui se verraient trop beaux, parfois. L'époque, les majoritaires, c'était le Parti radical, Ramadier, qui a perdu qui n'a pas perdu, mais qui, dans les élections, a été devancé par la SFIO, justement, quand il a parlé, de Blum, de Blum. Donc la SFIO est arrivée en tête. Deuxième, les radicaux. Troisième, le PC. On n'a pas martyrisé le PC. On a donné toute la place au Parti communiste, qui a soutenu ce gouvernement sans y participer. Et ça doit nous dire, c'est-à-dire que ceux qui étaient devant hier peuvent être derrière demain, mais l'esprit de la gauche doit rester, cette unité et cette confrontation d'idées doit être une richesse. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait aussi, et je le dirais, pas que les partis de gauche. Il faut associer les syndicats, il faut associer les associations, il faut associer tout le monde pour que nous soyons encore plus productifs et plus innovants. Merci. Restez avec nous à Klimelouli. On aura l'occasion de vous réinviter aussi pour voir un peu comment avance cette législative. Je vais retenir tout de même quelque chose d'important que vous disiez. Vous êtes heureux de cette maturité de Jean-Luc Mélenchon, comme quoi, même après des années de politique, à 70 ans, si je ne me trompe pas, il a 70 ans, Jean-Luc Mélenchon, il est arrivé à une maturité en 2022. L'actualité suivante, on va revenir sur... Éric Piolle, qui est le maire de Grenoble, qui relance le débat maintenant depuis quelques jours sur le burkini. Vous savez que le burkini, c'est une tenue donc entière de haut en bas que notamment certaines jeunes femmes, certaines femmes ont mis il y a 3-4 ans, si je ne me trompe pas, peut-être que Nordine Aoussat va nous éclaircir là-dessus, pour une petite minorité de personnes, et ça avait suscité tout un débat. Donc le maire de Grenoble souhaite autoriser le port du burkini dans les piscines municipales de la ville d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais le président Laurent Wauquiez, les Républicains de la région, s'y oppose fermement sur Twitter. Il a déjà mis en garde Éric Piolle, je cite, « Dans ce cas, la région coupera toute subvention à la ville de Grenoble, pas un centime des Auvergnats Rhône-Alpins ne financera votre soumission à l'islamisme ». Fin de citation. On va écouter ici Laurent Wauquiez, c'était chez nos confrères de CNews. Le burkini, ce n'est pas un vêtement comme un autre. Le burkini, c'est un signe de soumission de la femme. Le burkini consiste à dire la femme est un objet de tentation et elle doit se couvrir, elle, pas les hommes. C'est un symbole de l'islam politique. Qu'un maire de la République en France aille à ce point de communautarisme, de compromission par l'islam politique est pour moi un acte qui est très grave, qui est en rupture totale avec toutes les valeurs de la République qui me sont chères, et notamment la laïcité. Et donc je ne veux pas détourner le regard. Je ne veux pas qu'on soit dans la lâcheté et qu'on fasse semblant de se dire, voilà, c'est une décision d'un maire en France. C'est un signe d'un certain nombre d'élus qui aujourd'hui, pour acheter des voix, ont fait le choix de faire des pactes avec l'islam politique. Et moi, en tant que président de région, j'ai toujours été très clair. Je ne l'accepterai pas et on ne sera pas complice de ça. Je le dis très calmement, très sereinement, mais avec une grande fermeté. Si la mairie de Grenoble devait s'engager dans cette voie, nous cesserions tout travail avec le maire de Grenoble. Parce que je pense qu'il faut être capable à un moment de dire stop. Tout n'est pas acceptable dans la République française. Laurent Wauquiez, donc, qui est ferme et qui est clair. On va maintenant enchaîner sur cette réaction d'Alexis Corbière concernant le burkini dans les piscines municipales. Dit-il, ça n'a rien à voir avec un débat de la laïcité. On l'écoute et on donne la parole aux invités. Deuxièmement, sur la loi séparatisme, je vais vous dire, au nom de la laïcité, au nom d'Aristide Briand, c'est une mauvaise loi. C'est une loi qui se mêle de l'organisation du culte, alors que précisément quand on est vraiment laïque... Elle permet de fermer certaines mosquées. Ça n'a rien à voir avec la laïcité, madame. Attendez, cela... dissoudre certaines associations salafistes. Mais ce que vous dites est une question de sécurité.
Cela n'a rien à voir avec la laïcité. Ne mettons pas la laïcité à toutes les sauces. Surveiller des potentiels terroristes. Avoir des services de renseignement qui surveillent si dans les lieux de culte, et en l'occurrence des mosquées... Vous voulez abroger toute la loi? Mais parce que cette loi ne fait... Pour ce qui est d'une loi de sécurité, on peut discuter, et ne soyons pas naïfs, aujourd'hui les renseignements surveillent les lieux de culte, d'accord? Donc arrêtons de faire croire aux Français qu'il y a besoin des lois, on n'arrête pas d'en voter. C'est que la laïcité ne se mêle pas de la manière dont s'organise le culte. La laïcité de la loi de 1905 ne se mêle pas de la manière dont le judaïsme français, dont le catholicisme français s'organise. Ça a même d'ailleurs occasionné, si vous voulez rentrer dans le détail, entre la première proposition de la loi d'Aristide Briand en 1905 et celle qui a été adoptée en 1907, ça n'est pas la même. Donc faire croire que les musulmans seraient des gens désordonnés, où il faudrait leur demander de s'organiser de telle ou telle façon, est absurde et faux et n'a rien à voir, et même aux antipodes de la laïcité. Premièrement, je veux dire, on veut bien diriger le pays, mais pas l'organisation des piscines municipales de ce pays, d'accord? C'est pas tout à fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Ben non, mais si, parce qu'on discute d'organisation municipale. Du point de vue de la laïcité, ce débat n'a pas lieu. Ça n'a aucun rapport avec la laïcité. La manière dont on se... Aucun rapport. Le burkini, aucun rapport. Pas un instrument Madame politique. Ferrari, je reprends. Lisez les débats de 1905. La manière dont on se baigne, la manière dont on s'habille dans la rue n'a rien à voir avec la laïcité. C'est même Aristide Briand, le père fondateur de la loi de 1905, qui répondait à ces contradicteurs que nous n'avons pas à organiser la manière dont on se baigne ou on se promène. D'accord? Donc c'est un débat d'hygiène en vérité. Hygiène. Ce n'est pas religieux du tout. Non, madame. Ça n'a aucun religieux mais pour vous et moi. Non, mais je vous pose la question. Mais Laurence Ferrari, vous n'avez pas à émettre un point de vue sur la manière dont les gens s'habillent dans la rue. Mais j'entends bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je peux avoir une opinion personnelle sur la religion, mais du point de vue des libertés publiques, je dois accepter l'idée qu'on peut se promener dans la rue avec une kippa sur la tête, avec un foulard sur la tête, avec je ne sais trop quoi. Quelle que soit mon opinion à titre personnel, que je sois athée, anticlérical. Mais ça n'a rien à voir. Vous êtes fondamentalement mais ça n'a rien à voir. Femmes-hommes. Mais ça n'a rien à voir. Mais c'est quoi pourquoi autoriser le burkini dans une piscine? Parce que l'égalité femmes-hommes, ça passe par le bikini. Ça a été déclaré où ça? Le bikini, c'est encore autre chose. Mais le burkini, c'est autre chose. Ou le maillot de bain. Le maillot de bain, c'est féministe. J'en sais rien. Tout ça. Mais vous voyez, on n'a plus rien à voir avec la laïcité. Et je peux comprendre moi aussi qu'on peut s'interroger de pourquoi un homme ou une femme a, comment dirais-je, des tenues religieuses. Mais du point de vue des libertés publiques, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Et c'est malsain d'avoir ce... Non, ça n'a rien à voir. C'est uniquement un débat sur une question d'hygiène. Quand vous allez à la piscine, vous mettez les yeux et vous mais non, c'est vous. Pardon, là, pour le coup, Laurence Ferrari, c'est vous qui voulez. Non, mais ça fait partie des points sur lesquels on a le droit de s'interroger. Non, si mais on n'a pas le droit de faire croire. Dites-le, c'est OK. C'est pas ça que je dis. On n'a pas le droit de faire croire que c'est un débat sur la laïcité. Ce que je vous dis, c'est que quand vous allez à la piscine, on interdit aux hommes le bermuda. Et on demande pour quelle raison? Parce qu'on considère que le bermuda peut être quelque chose qui va à l'encontre de l'hygiène. Et vous savez même, si vous allez parfois à la piscine, que selon la nature du filtre des piscines, la question est-ce qu'on met un bonnet de cheveux, un bonnet ou pas de bain est différent. Non, alors arrêtons de faire croire que nous qui voulons changer ce pays vraiment, que la discussion va aller sur de quelle manière le rapport aux vêtements qu'on se baigne à Grenoble est un débat national. Parce que je vois bien le terrain sur lequel on veut nous entraîner. Donc je ne sais pas ce qu'ils décideront, mais moi je crois que du point de vue de la laïcité, c'est un règlement local de la piscine de décider si est-ce que ça salit l'eau ou pas. Et franchement, je trouve pas ça très convaincant. Voilà, Laurent. Alors, Laurent Wauquiez était sur BFM TV. Et là, c'est chez News. Merci à nos confrères aussi de nous permettre d'avoir ces interviews et de les mettre en débat. Nordine Aoussat, le burkini revient. On écoutera tout à l'heure, si on a le temps, Alexis Corbière qui est clair. Il dit clairement que le burkini n'a rien à voir. Chacun s'habille comme il veut. Et c'est plutôt aux piscines municipales de décider est-ce que, pour des raisons d'hygiène, comme le caleçon chez les hommes, enfin le short chez les hommes, pose problème ou pas. En tout cas, pour lui, il est ferme. Si on a le temps, on l'écoutera. Nordine Aoussat, c'est le retour d'une polémique. C'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Je voudrais juste préciser que ce n'est pas Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui relance le débat. Au contraire, ce sont ces détracteurs qui relancent le débat. Le débat, comme toujours, c'est CNews, BFM TV en deuxième position, les valeurs actuelles, Marianne, et qui relance, et au causeur qui relance à chaque fois le débat. On n'a qu'à voir les unes. Ils en font une douzaine, voire parfois plus que cela, d'une sur l'année, sur ce sujet, le voile ou le burkini. Éric Piolle, si j'ai bien compris, il a écrit 3 pages sur son programme, c'est ce qu'il va faire. Et entre Éric Piolle et Wauquiez, on est sur 2 planètes différentes. Une, celle du progrès. On est chez les progressistes. Il le montre d'ailleurs
en autorisant aussi le dévoilement de la poitrine de la femme. Il dit que la femme sera autorisée à dévoiler sa poitrine sur les piscines. Il n'y a pas lieu de faire de la distinction entre la poitrine d'un homme et la poitrine d'un homme. Bon, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, c'est une autre question, mais pourquoi Wauquiez ne fait pas de commentaires sur ce point? D'accord? Alors qu'il se fixe sur le burkini. Le burkini, encore une fois, c'est un vêtement qui est consacré à la nage, à la natation. C'est pas un vêtement qu'on prend à l'extérieur. Or, dans les piscines, la seule exigence qui est faite, c'est celle de ne pas avoir un habit qui met en sécurité la vie de celle qui le porte ou des autres, et aussi l'hygiène qui ne ramène pas dans le bassin de la piscine des choses de l'extérieur. Non, oui. Alors de tout temps, mais il faudrait refaire toute une émission sur un peu l'histoire des vêtements, puisque je crois que quand à l'époque, même en France, quand on se baignait dans la Marne ou enfin, on se baignait en mer, etc., effectivement, il fallait s'habiller, mais vraiment. Donc ça, c'est l'histoire un peu des vêtements. Mais de toute manière, honnêtement, alors essayons peut-être d'être clairs et honnêtes, il arrive aussi peut-être que certaines femmes vont se baigner habillées peut-être pour des raisons liées à leur culte, peut-être oui ou non, dites-moi. Mais est-ce que la question, est-ce qu'il y a réellement lieu d'avoir un débat et de discuter sur le fait qu'un homme ou une femme s'habille de telle ou telle manière? Est-ce que c'est réellement essentiel pour les Français, encore une fois? Justement à cela. Sur le plan social, c'est un non-débat, voire même c'est absurde et ahurissant d'entendre débattre sur ce sujet. Parce que sur le plan social, ce qui préoccupe les Français aujourd'hui, les sondages le disent, les enquêtes le disent, c'est le prix du carburant qui a presque doublé en quelques mois. Ça les préoccupe. Est-ce qu'il pourra toujours utiliser sa voiture? Est-ce le prix du carburant sera toujours abordable? Ça, c'est un premier. Deuxième, c'est l'inflation des produits les PGC, les produits de grande consommation. Où va-t-elle s'arrêter la hausse du prix du beurre, des pâtes et de la viande, et voilà ce qui préoccupe les Français. Et ce n'est pas qu'une musulmane réelle ou supposée porte un burkini dans un bassin de piscine. Ça, c'est sur le plan social. Et sur le plan sociétal, la République ne fait pas de distinction entre ce que la juive peut jouir, dont elle peut jouir comme droit, et ce que la musulmane peut aussi aspirer à en jouir pareillement. Si on le sait, c'est pas un secret pour personne dans certaines mairies, et encore, je dis à forte raison, et tant mieux que ça soit ainsi. On réserve des créneaux pour les femmes juives pour des questions de pudeur liées à leur religion, à leur foi, à leur confession, ne veulent pas se mélanger avec les hommes et ont alors des créneaux qui leur sont réservés. Ce serait pareil si c'était le cas pour les musulmans, mais les musulmans, ils en sont à demander beaucoup moins que ça, qu'elle puisse, la musulmane, nager avec son burkini. D'autres musulmanes nagent avec des bikinis, mais c'est pas à Wauquiez ni à quelqu'un d'autre en politique de s'immiscer dans la vêture que va porter la musulmane quand elle nage ou elle ne nage pas. Voilà ce qui est préoccupant. Et encore, c'est pas écrit. Qu'on fasse du racisme. Et encore, on ne sait pas spécialement si ces femmes aussi sont musulmanes ou pas. C'est ce que Voilà. Akli Melouli et juste derrière Bali Bakayoko, les hommes de la République que vous êtes. Vous avez un confrère, en tout cas un camarade politique, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais là qui dit clairement, on l'a écouté tout à l'heure, qui dit clairement que ça va totalement à l'inverse des valeurs de la République. Votre point de vue, vous êtes élu de la République, femme qui s'habille pour aller se baigner, est-ce que pour vous c'est contre les valeurs de la République? Et puis est-ce que c'est vraiment un débat qui a lieu d'être? On a l'impression que c'est peut-être pas l'essentiel, les préoccupations essentielles aussi des Français.
Alors j'ai bien entendu juste aussi un élément sur ce qu'a dit Alexis Corbière. J'ai entendu, il parlait de la loi de 1905 qui était différente de celle de 1907. Non, la loi de 1905 elle n'est pas différente. En réalité, ce qui devait être en 1907, c'est qu'on devait l'étendre aux anciennes colonies. Et donc le problème, c'est qu'on n'a pas voulu le faire pour maintenir cet indigénat et faire qu'effectivement le culte contrôle les indigènes. Vous savez, des fois, on s'arrange avec la laïcité, et ça c'était assez problématique, symptomatique. Mais la loi de 1905, effectivement, il y a eu le débat et il y avait Briand, et c'est Briand dont on parle les trucs, mais Jaurès aussi. Parce que Jaurès a pris toute sa part dans ce débat pour la laïcité. Et donc, quand est venue la question d'interdire l'espace public aux soutanes, aux curés, Jaurès et Briand ont répondu « La laïcité ne s'occupe pas de la tenue vestimentaire ». Et en fait, c'est l'espace qui est laïque, c'est pas les gens. Donc, il y a beaucoup de confusion avec la laïcité et c'est ce qui pose des problèmes. Et moi, sincèrement, j'ai pas à m'exprimer. La question, c'est pas de savoir si on est pour ou contre. La question, c'est de savoir si la République permet l'égalité, c'est-à-dire c'est une garantie de l'État. Effectivement, aujourd'hui, je ne vois pas au nom de quoi. Après, si effectivement il y a des oppressions, s'il y a des gens qui sont opprimés, etc., là, il faut regarder, c'est une question de justice et de droit. Mais en l'occurrence, s'il y a des gens qui veulent aller se baigner et que ça ne pose pas des problèmes d'hygiène, etc., vous savez qu'il y a des réglementations. Par exemple, dans certaines entreprises, pour des raisons de sécurité au travail, vous ne pouvez pas avoir de foulard, ni de voile, mais ça correspond, c'est tous les salariés. Il n'y a pas de différence entre les salariés. Là, en l'occurrence, on a l'impression qu'il y a une stigmatisation permanente. Et je veux dire, on peut débattre de tout. Effectivement, je veux dire, on peut débattre de tout. La question, c'est pas de dire, c'est ça qui préoccupe les Français. Mais débattre, c'est pas stigmatiser, c'est pas insulter, c'est pas assaliser, c'est pas désigner à la vindicte populaire des populations qui aspirent à vivre tranquillement. Je ne vois pas en quoi, aujourd'hui, effectivement, tout le monde se drape dans la laïcité, mais ils en connaissent même pas les fondements. C'est ça le problème. Donc pour vous, la République n'a pas à avoir peur de ces jeunes femmes, notamment qui s'habillent pour aller se baigner, notamment en pleine mer. Si un habit met en difficulté la République, je vous dis, c'est que la République, elle doit s'interroger, se poser des questions. Parce que là, il y a vraiment quelque part de quelque chose d'irrationnel. Et moi, ça me pose pas de problème. Après, on peut aimer ou ne pas aimer. La question n'est pas là. La question doit se traiter en droit. C'est pas nos peurs ou nos inquiétudes ou les machins. Je sais pas ces gens qui veulent sauver. C'est comme quand on veut donner des leçons de féministes aux femmes africaines, algériennes, etc. Elles sont féministes, elles se battent elles aussi. Donc il faut pas les infantiliser non plus les gens. Merci Aklim Elouli. Restez avec nous, on aura certainement une petite minute chacun pour conclure, mais je voudrais faire réagir Bali Bagayoko. Pareil, vous êtes élu de la République. Bon, on a écouté Alexis Corbière qui est un proche et un ami, un camarade à vous, mais pareil, ce débat revient. En tout cas, il y a une réaction assez forte, hein, assez extrême et assez directe de Laurent Wauquiez. Pourquoi est-ce que, encore une fois, ce vêtement, le burkini, fait peur quelque part, en tout cas, la droite. Je pense que c'est surtout la réaction d'hommes, de femmes politiques qui ont en réalité absolument rien à proposer, je veux dire, à la France en général, y compris dans leur région, que la discrimination, le racisme, et donc ils sont dans une logique de continuité. D'ailleurs, ils font la honte en fait de la République. Moi, j'ai plus de liens avec la position de Piolle qu'avec d'ailleurs le président de région ou encore celle de région de l'Île-de-France. Nous n'avons rien en commun, puisque principalement, ce sont des hommes et des femmes qui sont censés porter l'ensemble des valeurs, j'insiste bien sur l'ensemble des valeurs de la République, et qui, à souhait, les piétinent. C'est une position qui est contraire au cadre légal, contraire au droit, qui est contraire y compris au principe même de la République en tant que telle. Et ils viennent, la main sur le cœur, avec leur air suffisant, pour expliquer que le sujet principal sur lequel, en fin de compte, l'opinion publique et les citoyens sont aujourd'hui concentrés, c'est la question du burkini. Alors qu'il n'y a aucun acte juridique qui permet à la fois juridique de contrarier cela. Ça n'existe pas. Il y a une libre administration, d'ailleurs, des collectivités locales, et donc Piolle a parfaitement le droit, aujourd'hui, d'assumer les options politiques qu'il a prises dans le cadre d'une campagne municipale et de la traduire en acte. D'accord ? Donc ça, c'est très clair. Donc ensuite, il y a, à mon avis, une sanction immédiate qui doit arriver, c'est la séquence, bien sûr, des élections présidentielle, c'est-à-dire que, et législative qui suit derrière, qui est le troisième tour, c'est qu'en fin de compte, celles et ceux qui font chanter à nouveau cette musique de la discrimination, ce sont les mêmes qui ont porté la loi séparatisme.
ce sont les mêmes, en fin de compte, qui sont dans une logique de croisade contre une partie de la population. Et donc, c'est ça, en réalité, qu'il faut dénoncer. Et il est parfaitement raison, et Akli l'a dit tout à l'heure, ainsi que d'ailleurs Alexis Corbière, c'est qu'en réalité, on est dans une situation où on essaye, en fin de compte, de tordre le droit pour expliquer, en fin de compte, qu'il y a une partie de la population qui pose problème. Et donc, c'est vrai ça qu'il faut condamner. C'est la raison pour laquelle il faut être vraiment intransigeant avec toutes ces personnes aujourd'hui qui bafouent les principes même de la République. Tordre le droit, effectivement, mais par contre, on voit ici Laurent Wauquiez qui prend le droit direct de supprimer, en tout cas, si c'était le cas, ce serait illégal. On verra bien que sa décision elle sera attaquée derrière. On verra bien. Sa décision elle sera attaquée. Je ne suis pas certain que sur le cadre légal, il puisse le faire. Une réaction, Gamala Abina, avant la fin de l'émission. Pareil, ma réaction va être très simple. Allez-y. Je vous écoute. Oui, donc la réaction est très simple. Il faut appeler un chat un chat. D'abord, Laurent Wauquiez fait du chantage. Il fait du chantage financier. Parce qu'il n'aime pas le Burkini, parce qu'il n'aime pas ce qui ressemble à des Arabes, des musulmanes. Bref, sa problématique est raciste. Il faut vraiment donner les choses telles qu'elles sont. Laurent Wauquiez est un lâche qui attaque des femmes et qui ne va jamais, évidemment, s'en prendre au problème de la finance internationale, des difficultés économiques, de l'errance de la France sur le plan social, sur le plan sociétal. Bref, il va plutôt encore parler de choses périphériques qui intéressent personne. Maintenant, la question qu'on doit poser, c'est quoi? D'abord, je rends hommage au maire de Grenoble parce qu'il a le courage, c'est un vert, encore une fois, donc eux n'ont pas ce problème de racisme, de dire que les gens ont le droit d'être libres de faire ce qu'ils veulent. La liberté, c'est pas mettre les gens en danger, parce que ça s'arrête, il y a des termes de débat. Lorsque vous agressez une personne, effectivement, il y a une loi pour empêcher cela. En revanche, là, elles n'agressent personne, ces femmes. Elles veulent juste, dans une certaine mesure, et pour des raisons de pudeur qu'on peut parfaitement comprendre, chez toutes les femmes en règle générale, se dire, à ce moment-là, je vais aller à la piscine sans me faire embêter. Il y a un siècle, ce qu'ils appellent burkini aujourd'hui, ça existait déjà en France. À l'époque, on faisait un attentat à la pudeur si on montrait ses jambes. Je parle d'une femme. Il y a un siècle, cette tradition existait, et c'est une tradition très chrétienne, très française, qui ne posait pas de problème. Maintenant, la question qu'on doit poser, c'est quel est leur problème à ces gens-là? Ils ont quoi? Psychologiquement, c'est quoi leur problème? Est-ce qu'une femme voilée, est-ce qu'une femme en burkini, est-ce qu'une femme qui va se balader avec un tutu sur la tête, est-ce que cette femme-là va poser un problème à la République? Elle n'embête qui à part elle-même? Elle n'embête personne, c'est intolérable. Cette façon de dicter de façon dictatoriale, presque néo-nazie, presque, j'utilise le terme très fort, au nom de quoi ces gens-là vont formater la pensée humaine et obliger des gens à ne pas porter un turban sikh, par exemple, un voile, un burkini, ou que sais-je. Au nom de quoi ils le font? Eh bien, ils le font parce que ce sont des incapables qui ne savent pas répondre aux vraies questions. Parce que leur lâcheté les conduit plutôt à frapper sur des femmes faibles, innocentes, d'origine étrangère, donc encore plus faibles, plutôt que de s'attaquer aux vrais problèmes. Et ce Wauquiez, dont le parti est en train de mourir, et tant mieux d'ailleurs, au demeurant, mérite absolument aucun égard. Ces gens-là n'ont pas le courage de leurs opinions. Au lieu de dire directement, on n'aime pas les étrangers, on n'aime pas les Arabes, on n'aime pas ce qui manifeste une signe de présence nord-africaine en France, eh bien, ils préfèrent taper sur les femmes en prétendant que, soi-disant, ça les réduirait à l'esclavage, que ça poserait problème sur le plan républicain. Juste pour finir mon propos, et c'est important, moi, je rends hommage, j'ai une commisération réelle dans un pays où la lâcheté est manifestement généralisée, aux femmes qui sont réduites à l'état de prostitution. Celle-là, bizarrement, Wauquiez, on n'en parle pas. Hein. Ça ne le dérange pas de voir qu'il y a des femmes qui sont tenues par des hommes et qui sont réduites à l'esclavage quotidien. Ça pose moins de problèmes. La chosification, la réification d'une femme est intolérable. Donc, s'il veut prendre une leçon, qu'il ait déjà réglé les problématiques gravissimes qui se passent en France, entre le meurtre des femmes, une femme tous les 2 jours, et parallèlement à cela, les questions vestimentaires qui n'intéressent personne. On consacrera d'ailleurs une émission sur les féminicides. Nordine Aoussad nous avait rejoint un peu plus tard. Je vous fais confiance en 2 minutes. Le mot de la fin, une question simple. Que doit faire, je vous pose cette question parce que vous êtes imam, vous êtes spécialisé notamment autour du culte musulman. Que doivent faire les musulmans? Doivent s'organiser, répondre ou alors tout simplement, encore une fois, laisser passer ces politiques, ces médias qui en parlent aussi? Je pense du burkini proprement dit, de cette polémique, je pense qu'il faut laisser passer. D'accord, on n'en aura pas fini avec cela, sauf faire remarquer que cet argument, plutôt un argutie que ces femmes subissent de la pression, il a fait 100 ans. Ça fait 30 ans qu'on entend ça et toutes les enquêtes, toutes de société, toutes les analyses montrent au contraire que ces femmes-là, c'est contre la pression parentale, c'est contre la pression de leur entourage que celles qui le portent le font d'une manière générale. Donc, ce qu'il faut faire, bien entendu, s'organiser. Il est temps aujourd'hui
que ceux notamment qui sont nés dans la période après indépendance, ceux qui sont nés français, grandis français, qui n'ont pas connu le colonialisme, qui n'ont pas connu l'indigénat, qui réfléchissent en français à 100%, s'organisent et prennent en main leur destin de Français musulmans. Merci infiniment, merci à tous. Islam, donc le retour du Burkini, c'était la deuxième partie de l'émission, mais on y reviendra et on vous proposera une thématique notamment sur l'histoire des tenues en général, lorsqu'on allait se baigner, fut une époque, même si aujourd'hui le deux pièces commence à s'imposer et est présent depuis quelques années, mais il en faut pour tous les goûts. Vous me direz, Aklim Elouli, adjoint au maire Bonneuil-sur-Marne, vous êtes membre du Conseil national du Parti socialiste. Merci d'avoir été avec nous, cher Aklim Elouli. Bali Bakayoko, vous êtes chef de file de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis, conseiller de Jean-Luc Mélenchon. Avec nous, Gamal Abina, analyste politique et fondateur et porte-parole du mouvement des droits civiques. Abdellah, merci d'avoir réalisé, de m'avoir accompagné pour préparer cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi pour un nouveau numéro L'Actu. Bonne soirée, bon week-end à tous sur RTV.